Bonjour et bienvenue dans le Point Résistance écologique, le podcast qui raconte l'écologie, la vraie, simplement. Je m'appelle Brice Schwartz et chaque semaine je reçois un ou une invitée pour parler écologie, climat et environnement. Nous explorons ensemble les solutions qui peuvent aider l'humanité à faire face à la plus grande crise de son histoire, sans greenwashing ni bullshit. Nous abordons les problématiques qui font du XXIe siècle le siècle des menaces et nous discutons des actions les plus réalistes, concrètes et efficaces. L'effondrement de la société a déjà commencé, la 6e extinction de masse est en cours et le changement climatique entraîne chaque année de nombreux dégâts, morts et réfugiés climatiques. Alors plus de temps à perdre, c'est maintenant ou jamais. Je te laisse directement avec l'invité de l'épisode et notre discussion. Hello Magali. Salut Brice. Merci d'être là, bienvenue dans le Point Résistance écologique. Merci à toi pour ton invitation. Avec plaisir, on va parler de plein de choses aujourd'hui, ça va être enrichissant je l'espère, et en tout cas au moins intéressant. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots, nous parler de toi, ton activité, ton parcours et surtout ton engagement écologique? Oui, donc je m'appelle Magali CV, je suis réalisatrice indépendante, je fais des vidéos de communication. Donc moi, la vidéo, c'est vraiment ma passion et c'est ça qui m'a poussée à me lancer là-dedans. Sachant qu'avant, j'ai fait une école d'ingénieur de 5 ans en agro. Donc je faisais de Mhm. la vidéo en parallèle et le hasard a fait que je me suis retrouvée à faire ça en freelance. Donc là, ça fait 1 an que je suis en Nouvelle-Zélande et j'en profite pour peaufiner mon projet et j'aimerais y donner un peu plus de sens à mon retour en France. Ok. Donc du coup, tu es diplômé en agroécologie. Je crois savoir que c'est hyper important pour comprendre ta vision. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit, qu'est-ce que tu as étudié et en quoi ça consiste concrètement? Oui, alors c'est vrai que sur LinkedIn, j'ai précisé, tu as dû voir sur LinkedIn, ingénieur en agroécologie. En fait, je suis diplômée d'une école d'ingé qui s'appelle Purpan, qui est une école d'ingé assez généraliste, mais orientée agriculture et agroalimentaire. Et pendant les 2 dernières années de la formation, j'ai pu me spécialiser. Enfin, on a une spécialisation à choisir et moi j'ai choisi agriculture et développement durable. J'aime bien le terme agroécologie parce que c'est peut-être un peu plus compréhensif et aussi c'est plus court à dire. En gros, Mhm. l'agroécologie, donc il y a plein de définitions, mais pour donner une définition assez générale, donc en gros, on s'inspire des processus naturels pour développer une agriculture plus, j'ai envie de dire, éco-responsable, avec un impact environnemental meilleur. Donc c'est une discipline transversale qui mêle à la fois des sciences, donc comme l'agronomie, mais aussi de la sociologie, de l'économie, le côté culturel. Donc c'est quelque chose d'assez global, voilà, comment améliorer l'agriculture et l'agroalimentaire aujourd'hui pour avoir un meilleur impact sur le monde. Ça se Ok. fait à différentes échelles, ça se fait au niveau de la plante jusqu'au territoire, en passant par la parcelle, la ferme, et ça se fait aussi de l'individu à la communauté. Mhm. Donc voilà, c'est vraiment une approche de la transition dans les secteurs agricoles et agroalimentaires. Ok, du tout avec une approche assez systémique pour prendre en compte tous les enjeux, c'est ça? Exactement, ouais. Ok, ok, intéressant. En parlant de ton activité d'aujourd'hui, du coup, donc tu décris ça comme la création de films au service des humains qui écoutent leurs tripes. Concrètement, qu'est-ce que tu fais et pour qui est-ce que tu le fais? Alors, je vais revenir un peu dans le passé. Avant la Nouvelle-Zélande, Mhm. concrètement, je faisais des vidéos de communication pour un peu n'importe quelle entreprise, entre guillemets. Je lançais mon activité, et j'étais depuis 6 ans dans la même ville, à Toulouse, donc j'avais un petit Mhm. réseau de passionnés d'audiovisuel. Et disons que les contrats venaient à moi, c'est un peu prétentieux, mais c'est un peu ce qui se passait avec le réseau quand on est dans la même ville pendant 6 ans. Du coup, c'était plutôt chouette, mais par contre, c'est vrai que je me retrouvais pas dans tous les projets que je devais faire. Il y en avait qui me parlaient plus que d'autres. Par exemple, j'ai fait une vidéo pour une entreprise de pâtisserie engagée et pour une Mhm. entrepreneuse. Et là, vraiment, j'ai vraiment aimé le projet parce il y a un impact derrière, c'est un projet à impact et ça me donnait plus envie de communiquer là-dessus. Il y a aussi l'aspect histoire à raconter. Je trouve que les personnes qui s'écoutent vraiment, qui écoutent leur cœur et leur trip, euh, ont des belles histoires et derrière, pour faire des films, c'est ça qui est intéressant. Donc finalement, c'est un Mhm. cercle vertueux entre communiquer sur des projets à impact avec des belles histoires et faire des beaux films qui derrière permettent de développer ces projets à impact. Ok, donc le fond et la forme, du tout. C'est ça.
Ouais. Ok, le fond et la nickel. forme. Et aussi, j'aurais pu dire, par exemple, au début, je disais ça, et on le voit encore sur certains éléments de ma com. À la base, je m'étais dit, je vais dire que je fais de la vidéo pour des entreprises engagées euh, ou éco-responsables, par exemple. Déjà, Mhm. éco-responsable, je trouve que c'est un peu euh, pas dangereux d'utiliser ce terme, mais on peut vite tomber dans du greenwashing. On voit des entreprises qui se disent éco-responsables et qui n'ont Ouais. pas forcément des impacts très vertueux. C'est pour ça le fait de vouloir travailler pour des gens qui écoutent leur trip, ça, je trouve, c'est un peu un garde-fou par rapport à des personnes qui utiliseraient l'écologie, le développement durable comme plus que par opportunisme et qui feraient finalement Mhm. le minimum derrière. Et là, on se retrouverait dans du greenwashing. Donc voilà, c'est pour ça que Ok, ça bah fait comme justement, ça. on va en parler plus tard de ça. Et justement, donc tu as choisi de dédier ton activité pro à ta passion et à ton engagement. C'est assez fort. Et du coup, quel a été ton cheminement pour en arriver là? J'imagine que c'est quelque chose à quoi tu pensais depuis longtemps, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Alors non, pas du tout. Alors déjà, si on remonte encore un peu plus dans le temps, un peu comme tout le monde, j'ai pas toujours eu des certitudes quant à mon avenir professionnel. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Mhm. Tout ce qui est créatif, c'est quelque chose qui m'a vraiment parlé depuis que je suis petite. Euh, pour te donner un exemple, j'étais un peu la seule de la classe à m'éclater en art plastique. Tout le monde s'en Je vois le fichait et genre. moi j'étais à fond. Et d'ailleurs, le dernier projet que j'ai fait en art plastique, c'était une vidéo. Des fois, je me dis c'est peut-être un signe. On avait un support libre et j'avais choisi de faire des vidéos. Euh, Mhm. et sinon, bah, j'ai toujours eu ce truc de m'écouter. Enfin, je prends vachement de temps pour écouter ce que j'ai envie de faire et, euh, et je suis aussi très consciente du temps qui passe. Enfin, c'est quelque chose pour moi, le temps qui est super important. Et du coup, j'ai pas envie de l'utiliser pour faire des choses qui me plaisent à moitié ou dans lesquelles je me reconnais pas. Donc le processus a été long pour en arriver à la vidéo, puisque j'ai fait quand même quelques années d'études dans un autre domaine. Mais au final, Mhm. ça se recoupe, puisque ces années d'études m'ont permis bah voilà, d'en savoir plus sur des thématiques qui m'intéressent vraiment, comme l'écologie. Ouais, au final, c'est un peu, je pense que tu connais ça, c'est le Connect the Dots de Steve Jobs, où, le fameux discours, où il explique que c'est seulement des années après que tu peux, relier les points et comprendre que tu en es arrivé là parce qu'il y a eu ça il y a 10 ans, il y a eu ça il y a 5 ans, il y a eu ça l'année dernière et au moment où tu le faisais, tu savais pas forcément vers quoi ça allait te diriger. Mais au Mm. final, ça t'a justement permis de construire ensuite, ce que tu fais aujourd'hui. Donc je trouve ça plutôt parlant. Oui, oui, c'est vraiment ça. Et Hem, puis, c'est plein d'expériences qui ouais. t'enrichissent. Et du coup, derrière, tu t'en inspires aussi dans ton projet. Ouais, ouais, c'est ça. C'est un peu le fait que, il y a pas vraiment de enfin, il y a pas vraiment de hasard dans le sens où, si tu t'écoutes justement comme tu le disais, bah, tu te diriges peu à peu vers ce qui te correspond le plus et du coup, c'est rare de faire des choses comme ça, qui sont complètement déconnectées de ce que tu veux vraiment faire. Donc si tu t'écoutes et que tu avances comme ça, c'est je pense que c'est plus Ouais, facile de relier les points par la suite. ouais, ouais, carrément. Mm. Donc du coup, ta marque, c'est All Heroes. Ta baseline, c'est We Can All Be Heroes. On peut tous être des héros. Est-ce que c'est une incitation à faire sa part, à avoir un impact et à s'engager pour les causes qui nous sont chères, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière ça? Alors, donc, j'ai créé ce nom-là il y a 2 3 ans, quand j'ai lancé mon Mhm. statut de freelance. Donc, j'étais moins, comment dire, consciente de ma vision, ou en tout cas au point là-dessus, il y a 2 ans. Euh, donc, à la base, All Heroes, c'était parce que, déjà, Heroes comme héros de film, je voulais Mhm. qu'il y ait un côté cinéma dans le titre, parce que j'adore les films, et puis j'ai envie de mettre en avant des héros du monde réel. Mhm. Et All Heroes, pour moi, c'est parce que, déjà, oui, j'ai envie de mettre en avant des gens qui ont un impact sur le monde, donc Heroes, et All Heroes pour contrer un peu ce côté héros unique ou héroïne unique. Euh, c'est un peu ma vision peut-être naïve ou optimiste du monde, de me dire que dans chaque personne, il y a du bon. Et, Mhm. euh, et moi, mon but, c'est de le mettre en avant et pour qu'il y ait un cercle vertueux dont je parlais tout à l'heure qui se mette en place. Donc voilà, c'est quelque chose de... Justement, ces deux mots un peu en contradictoire que j'ai bien aimé mettre ensemble.
Mmh. C'est un peu le fait que, tous les héros ne portent pas de cape et justement, il y a peut-être un petit héros au fond de chacun d'entre nous qui sommeille, et qui attend de se révéler ou d'être révélé. C'est ça, exactement. Bon, on va maintenant passer à la partie 2. On va parler de sujets, c'est la discussion. On va commencer par parler d'art, parce qu'au final, la vidéo, même si aujourd'hui, bon, c'est pas mal utilisé dans la communication, dans le marketing, dans d'autres domaines, à la base, ça reste un art. Pourtant, l'art, il a quand même beaucoup cette image, d'exutoire, de divertissement. Est-ce que donc j'ai une petite idée de la réponse, mais est-ce que et comment est-ce qu'il peut servir la cause et la lutte écologiste pour avoir un impact réel positif et même d'autres luttes d'ailleurs? Oui. Bah, alors pour moi, oui, totalement. Après, c'est une réponse, voilà, subjective, chacun a son avis là-dessus. C'est marrant que tu me parles de ça parce qu'il y a quelques jours, j'ai regardé une vidéo de Pablo Servigne avec «Partager, c'est sympa», que tu as peut-être dû Je voir l'ai aussi, vu, je l'avais partagée sur LinkedIn. je l'ai vu, je l'ai vu. Et j'ai vraiment adoré cette vidéo parce que justement, Pablo Servigne, il met en avant. Pablo Servigne, c'est quelqu'un qui travaille pas mal sur les questions d'écologie, mais aussi les théories de collapsologie, d'effondrement. Mmh. Euh, et je trouve ça super intéressant justement quand il aborde le côté comment on peut agir pour un monde plus écologique. Il dit qu'il y a d'abord le côté lutte contre un système qui n'est pas forcément écologique, mais aussi le côté agir. Donc là, c'est la création de nouvelles choses qui permettent de remplacer ces choses obsolètes. Et Mmh. enfin, le troisième aspect, c'est les consciences. Donc comment développer des imaginaires pour que justement ces changements soient vraiment profonds et que ce soit pas juste en surface, euh, pour qu'il y ait un vrai changement. Et c'est ce que je me disais aussi tout à l'heure quand j'ai réfléchi à tes questions, c'est Mmh. enfin, en plus d'apprendre à vivre autrement, il faut aussi qu'on apprenne à aimer et à vivre autrement. Et c'est là pour moi où l'art et même le divertissement en général, mais aussi l'art et le fait d'aller toucher, faire réfléchir et faire évoluer les imaginaires, c'est là que c'est super important. OK, ouais, je vois, ouais, parce que c'est vrai que, ça permet de toucher, je pense, bah, les personnes, leur sensibilité à un autre Mm, aspect que seulement celui, entre guillemets «de la contrainte», et cetera, de l'obligation, là où on place souvent l'écologie et l'amélioration, on va dire, de soi et du monde. Alors que justement, passer par le divertissement, par l'art, ça permet bah, de donner un autre visage à tout ça et justement d'être moins de moins risqué de repousser en fait. Je pense mm, aussi quand on parle de questions graves, de questions, importantes, mettre ça, bah, justement, ça me fait penser à il y a quelques temps quand j'étais en Angleterre, dans un musée d'art contemporain, mais il y avait aussi d'autres choses. Il y avait une expo sur, donc une expo, voilà, tu t'attends à un truc, un peu sympa. En l'occurrence, c'était une expo de d'œuvres, c'était fait avec de la vidéo, avec des dessins, avec des textes et cetera, de migrants qui étaient, à Lesbos, en Grèce du coup et chacun racontait son parcours, illustrait son parcours et cetera. Donc en fait, chaque, œuvre était, le parcours d'une de ces personnes, réfugiées. mm, Et du coup, c'était hyper fort quoi, mais bon, c'est pas forcément un truc hyper, quand tu te dis, «Tiens, je vais aller au musée, je vais aller me détendre», tu te dis pas: «Tiens, je vais aller, lire le parcours, terrible d'une personne qui a souffert, et cetera». Mais pourtant, ça mm, permet justement de sensibiliser parce que ça va au-delà de la simple moralisation ou de la simple, actualité au sens, péjoratif, quoi. Donc je pense qu'on peut faire pareil justement avec la lutte écologiste ou même avec d'autres causes, en fait. Et bah, avec la vidéo, c'est un peu ce que tu fais. mm. Oui, clairement. Et puis, du coup, moi qui m'intéresse à la vidéo, enfin, je lis aussi pas mal sur quel est l'impact de la vidéo sur nos consciences. Mmh. Pourquoi c'est un média qui marche super bien? C'est parce qu'on a l'impression de voir quelque chose de réel en face de nous. Mmh. Quand on voit un film, on est dans le film, donc c'est super puissant, on est dans un autre monde. Euh, Moi, ce que j'aime mettre en avant, c'est le réel. Et pareil, avec le réel, quand on raconte des histoires, on peut utiliser des techniques audiovisuelles qui font qu'on est super transporté. Ça crée des émotions, il y a un échange, on peut aussi apporter de l'information. Donc c'est super riche comme média, il y a de la musique, voilà, du son, des images. C'est comme une réalité en face de nous.
Donc c'est oui, complet. clairement, la vidéo a son rôle à jouer. Après, peut-être, enfin, quand je fais des vidéos de communication, j'ai pas l'impression de faire de l'art, même si il y a une démarche artistique derrière, parce Mhm. que ça vise quand même à faire de la communication sur une entreprise. Après, moi, c'est vrai qu'en tant que vidéaste, je développe un certain style avec une certaine approche, un certain regard. Donc, Mhm. oui, clairement, on peut indirectement parler de processus artistique. Ok, donc c'est pas, tu le considères pas forcément comme de l'art, mais il y a une approche artistique derrière, quoi. Bah, après, c'est toute la question de la définition de l'art. On va peut-être pas Oui, oui, développer oui, les... oui, c'est clair. Mais oui, enfin, si, moi, clairement, enfin, c'est créatif, c'est artistique. Après, je fais pas une œuvre d'art, tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, Oui, c'est vrai que cet art audiovisuel va aider quelqu'un à faire grandir son projet, si tu le vois comme ça ok, aussi. ok. Mm. Je vois, je vois. On va parler de ce que tu fais en ce moment, géographiquement, techniquement. Donc je sais que tu termines un long road trip en Concrètement, Nouvelle-Zélande. oui. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet fou, de sa genèse? Qu'est-ce qui t'a poussé à partir? Ce que tu as appris? Comment ça t'a changé? Ouais. Alors, la Nouvelle-Zélande, c'était un pays que je voulais visiter depuis pas mal de temps. Et donc l'année dernière, je me rappelle, j'étais dans le tram. Je sortais d'une période un peu plus difficile au niveau perso et je me suis dit, il faut que... Enfin là, voilà, j'ai du temps, je suis jeune, j'ai l'envie et j'ai pris mon visa dans le tram. Donc comment c'était Mmh, réglé. OK. Et quelques mois plus tard, je partais donc pour la Nouvelle-Zélande. J'avais pas vraiment de... Enfin, j'avais envie de découvrir un nouveau pays anglophone, parce que j'aime beaucoup l'anglais, avec la nature, apprendre le surf, voyager en van. Donc c'était voilà, des choses qui m'intéressaient et j'avais surtout envie de faire une longue expérience à l'étranger. Et ce qui est OK. cool avec les visas vacances-travail, c'est de permettre de rester 1 an et demi, 2 ans à l'étranger. Donc c'était un des pays proposés, donc voilà, je me suis lancée. OK, trop cool. C'est vrai que c'est plus compliqué, d'apprendre le van et de voyager en surf que Ouais, l'inverse. voilà, voyager en surf, j'y suis pas encore. Ouais, Je vais pas très loin. c'est un autre type de road trip. C'est ça. OK, et du coup, qu'est-ce que tu as appris jusqu'ici? Comment est-ce que ça t'a fait évoluer? Alors, mon anglais a un peu évolué, mais pas tellement. Parce qu'on est quand même beaucoup entre français, faut pas se voiler la face. Un peu moins depuis qu'il y a le Covid. Ouais. Sinon, j'apprends énormément sur moi. Je précise quand même que j'ai failli pas partir en Nouvelle-Zélande quelques semaines avant le départ, par conscience écologique, justement. Donc là, j'ai une grosse dissonance cognitive de je veux transmettre des valeurs écolo, je veux m'investir là-dedans, et puis là, je traverse la planète. Donc si on est très terre à terre et qu'on prend les chiffres, l'impact est catastrophique. Surtout si on veut atteindre je sais plus si les trois, je veux pas dire une bêtise, mais il y a un objectif carbone par an, par personne. Les 2 Et puis tonnes, à un moment, ça le... 2 tonnes par Oui, individu, ouais. 3 tonnes, je crois, ouais. 2 ou 2 tonnes. Et enfin, C'est ça 2 tonnes, ouais. faisait 8 tonnes déjà avec un aller-retour, quoi. Donc c'est énorme. Ouais, ouais, ouais. Donc je suis partie quand même. euh, et en fait, cette dissonance cognitive m'a pas lâchée. Au contraire, elle a fait Mmh. que grandir. Et c'est ce qui fait aussi que j'ai réfléchi pas mal à mon projet professionnel et à ce que je Ouais. ferais au retour en France. Pareil pour les prochains voyages, j'aimerais davantage découvrir la France, l'Europe, voyager en train, voyager peut-être en van aussi. Alors le van, c'est une autre question, hein. Certes, Mmh. on roule beaucoup. Après, on n'a pas de logement en parallèle. On chauffe rien. On utilise moins d'électricité. On fait plus attention à la consommation en eau, etc. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est encore un autre sujet. Mais oui, clairement, ça me fait réfléchir sur ça. Et aussi, ce qui est assez étrange ici, c'est que la nature, elle est très présente. Il y a que enfin, quelques millions d'habitants en Nouvelle-Zélande. C'est Mmh. très peu peuplé par rapport à la France. Donc la nature est partout, il y a des montagnes partout, il y a l'océan partout. Donc c'est une nature qui est magnifique, il y a des oiseaux multicolores qui viennent dans le camping. Enfin, et à côté de ça, du coup, ça te rappelle le fait que il y a pas mal de problèmes au niveau climatique, au niveau de la biodiversité qui disparaît. Et toi, Mmh. tu prends l'avion, donc voilà, c'est vraiment une remise en question assez importante. Ouais, je comprends. Mais du coup, c'est un peu,
tu t'es dit: «Tiens, mon impact carbone a été terrible sur ce coup-là, du coup, je vais passer le reste de ma carrière professionnelle, le reste de ma vie, à avoir un impact positif, pour essayer de me racheter». C'est ça? Ah non, c'est pas du tout ça. C'est un peu Non, la non, vision, c'est pas du tout ça. Je me rachèterai pas, puis enfin, c'est fait, hein. Pour moi, ouais, je sais. d'un point de vue très scientifique, très pragmatique, le bilan, enfin, le Ce qui est fait est carbone est fait. là. Voilà, ce qui est fait est fait. Par contre, ce qui est cool, c'est que pour moi, cette dissonance cognitive, ça me permet d'avoir un espèce de processus d'évolution aussi derrière. Et Mmh. j'essaie d'arrêter de voir les choses en noir et blanc. Enfin, tu voulais Bien en sûr. parler juste après, mais au niveau tu vois, de, par exemple, voir l'entrepreneuriat comme quelque chose de mal, le commerce comme quelque Mmh. chose de mal. Il y a pas longtemps, pour la petite anecdote, je regardais Narcos sur Netflix. Alors, est-ce Ouais. que Netflix est bien ou mal? Je sais pas. Mais du coup, Mmh. Narcos, il disait à un moment, Peña avec l'autre flic, qui se disait, est-ce que finalement c'est qui les méchants? Est-ce que c'est pas nous? Parce que ce qu'on fait, des fois, ça amène à tuer des gens aussi. Et Mmh. donc, pour moi, enfin, j'ai trouvé ça vraiment pertinent, et ça peut se raccrocher à plein de sujets, mais au niveau écologique, je pense qu'il faut arrêter de sortir cette vision noir et blanc, et de toute façon, personne n'a pas d'impact sur l'environnement, c'est pas possible, à moins d'être Ah oui, c'est clair. vraiment dans la forêt. Donc, autant essayer d'évoluer plutôt Ouais, que c'est de se clair. morfondre sur, sur ce qu'on fait. Mmh. Non, mais c'est sûr, rien n'est tout noir ou tout blanc. Mm, Effectivement, ce que tu dis, que personne n'est parfait, j'en parlais dans la saison 1 du podcast. Hem et c'est quelque chose aussi auquel je suis confronté moi-même, vu que voilà, je me considère un peu comme activiste, enfin surtout sur les réseaux, je partage beaucoup d'infos, beaucoup d'actu, de contenus de sensibilisation et cetera au niveau de mm, l'écologie et parce que je fais ça, parce que du coup depuis quelques années, je suis un peu identifié comme l'écolo de service, du coup les gens, ne manquent pas de me rappeler, toutes mes petits écarts, en fait, tu vois? Par exemple, si, je sais pas, si je dis que je suis végétarien pour la planète, mais que derrière on me dit, «Ah ouais, mais t'as acheté des vêtements», ou je dis que j'essaie de presque plus enfin, de plus prendre l'avion ou d'arrêter à moyen terme et on me dit: «Ah ouais, mais tu prends quand même la voiture pour aller, voir ta famille» et cetera. Enfin, tu vois, c'est une fois que tu es oui, catalogué un peu comme, engagé, on va te faire, des réflexions sur des trucs alors que, la personne en face, elle, voilà, n'a pas ces considérations-là. mm, Mais du coup, évidemment que personne n'est parfait et justement, c'est un truc, même quelqu'un qui vit dans la forêt en parfaite autonomie, et cetera, il respire quand même, donc il émet aussi du CO2. Enfin, à un moment, il y a pas de à part le suicide collectif, il y a pas trop de solutions, miracles pour, pour sauver la biodiversité et l'environnement. mm, Mais bon, on va pas forcément en arriver là, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a encore d'autres solutions à explorer avant. mm, Mais effectivement, ouais, c'est important de pas tomber dans le manichéisme, le bien, le mal, tout noir, mm. tout blanc, quoi. Oui, surtout que ça peut Justement, freiner. pardon, vas-y. Je reviens juste là-dessus, ça peut freiner clairement. Moi, à un moment, j'ai eu un gros doute sur mon métier. Je me suis dit: «Mais je fais de la vidéo de com, ça va pas, je fais de la pub, c'est pas bon». Enfin, tu vois, Mmh. j'ai eu ce truc de me dire: «Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Ou est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal?» Et c'est justement des réflexions comme, celle de Pablo Servigne, où on met l'imaginaire en avant, qui m'ont fait enfin, je me suis dit: «En fait, c'est pas débile». Et aussi, ça dépend au niveau de la communication, du marketing, ce que tu mets en avant comme entreprise, c'est toujours pareil. C'est Est-ce que sûr. c'est mal de communiquer sur un projet qui essaye de réduire l'impact de l'environnement de la production de vêtements, par exemple, qui relocalise en France pour qu'il y ait moins d'énergie fossile utilisée, etc. Je pense pas que ce soit si mal que ça. Donc, je pense qu'il faut prendre Mmh. du recul sur ces questions-là, et comme tu dis, pas juger, ou quand on se fait juger, il faut aussi laisser couler. Je pense qu'il y a des gens qui, justement, essaient de trouver des excuses de toute façon, t'es pas parfait, donc ça sert à rien ce que tu fais. Pour moi, ça a pas trop d'intérêt de raconter ce genre de choses. Ouais, c'est clair. C'est clair. On va y revenir justement juste après. Donc je veux d'abord reparler de la dissonance cognitive. La dissonance cognitive qui est un sujet, qui nous touche tous en fait, on est tous concernés. Donc concrètement, on en a parlé un peu, mais pour revenir sur une définition, pour les personnes qui connaissent pas du tout, en fait, c'est la donc officiellement, hein, grosse définition, c'est la tension interne propre au système de pensée, croyances, émotions et attitudes d'une personne lorsque plusieurs d'entre elles entrent en contradiction l'une avec l'autre. Donc c'est en fait le décalage qui subsiste entre nos valeurs et nos actions, entre ce qu'on sait justement être bien et ce qu'on fait que l'on sait être mal, pour revenir un peu sur le manichéisme. Hem, donc toi, tu me disais que la dissonance cognitive, tu la connais, tu la vis au quotidien, et c'est un truc
plus on a conscience de ce qui se passe, plus on a conscience de ce qu'il faudrait faire justement pour réduire notre impact, pour arriver à 2 tonnes par an, par personne, d'émissions d'équivalent CO2, euh, globalement pour réduire notre empreinte carbone, etc. On est juste confronté à ça parce que c'est très très dur en fait. Et si on veut arriver à ce niveau-là, euh, ça demande des efforts incroyables. Déjà, c'est impossible de vivre en ville. La plupart des métiers peuvent pas être exercés. Il faut avoir un logement parfaitement isolé. Il faut vraiment avoir une alimentation le plus végétalisée possible. Enfin, c'est vraiment un ensemble. Et moi, je connais personne, en tout cas, je connais pas personnellement un seul individu qui peut, enfin, qui en est là ou qui peut en arriver là à court terme. Évidemment, il y a sûrement des gens qui ont réussi à aller jusque-là. Le niveau suprême, le boss ultime de l'écologie. Mais c'est très compliqué. Donc, enfin, je pense qu'il faut apprendre à vivre avec cette dissonance cognitive et essayer d'agir pour la réduire, en fait. Pour la, comment dire, pour la, pour l'amoindrir et pour mieux vivre avec. Euh, je pense qu'essayer de l'oublier, c'est pas forcément une bonne solution non plus. Il y a beaucoup de gens aussi qui se disent ouais, je vais pas savoir tout ce qui se passe dans le monde, je vais pas savoir que ce que je fais c'est pas bien, je vais pas savoir que ce que je mange c'est pas bon, etc. Ils préfèrent fermer les yeux, ça s'appelle le déni, Mm. c'est assez sain comme processus psychologique. Oui. Donc ça se comprend. Mais je trouve qu'une fois que tu es dedans, tu peux plus vraiment oublier. Donc à un moment, il faut aller plus loin, il faut avancer plutôt que de vouloir voilà, faire. J'ai déjà pensé à ça hein, il y a quelques années, Mm. quand j'ai commencé justement à découvrir ce que faisait Pablo Servigne et toute la collapso, tous les effondristes, et même au final l'écologie radicale, etc., qui pose des constats assez durs. À un moment, tu te dis, et si je fermais les yeux, mais le truc c'est que tu peux pas vraiment revenir en arrière puisque ça te marque tellement Mm. que t'es dedans, ça y est, tu vois. Donc t'as deux choix, soit tu agis, soit tu subis une grosse dissonance cognitive, quoi. Mm. Exactement, c'est pour ça que j'ai envie d'agir à mon retour et puis que je réfléchis maintenant. Mm. Même aujourd'hui, ok, donc je suis en Nouvelle-Zélande, je voyage en van, mais à côté de ça, je réduis ma consommation de viande aussi pas mal. Et par exemple, Mhm. une grande découverte de l'année que j'aurais eu plus de mal à découvrir en France, ici, c'est les magasins de seconde main, d'occasion Mhm. pour les vêtements. Il y en a partout, absolument partout. Même dans les Ok. petits bleds où il y a 20 maisons, tu vas avoir deux magasins d'occasion pour les vêtements, quoi. Enfin, c'est incroyable. Je savais même pas que ça existait dans un pays à ce point-là. Et voilà, du coup, voilà, je pense qu'il faut euh, faire le test sur le bilan carbone. Je pense que ça peut être un premier pas assez Ouais. intéressant. Et de voir là où on peut agir et ce qui nous demande pas trop, un peu d'effort, mais pas trop au début pour lancer la machine. Mm. Et après, petit à petit, évoluer, tu vois. Euh, voilà, c'est. Après, je pense qu'il faut quand même la prendre en compte dans le sens où se voiler la face ou se dire tant pis, c'est pas grave, ou c'est un peu. Enfin, je trouve ça un peu dommage et un peu fataliste. Euh, et justement, ça nous pousse à agir, donc je trouve ça assez positif. Et, et aussi, oui, ça me rappelle juste une discussion que j'avais eue avec un pote qui m'avait dit oh, de l'écologie, moi, enfin, je trouve ça important, mais de toute façon, au pire, c'est quoi? C'est l'humanité qui s'effondre et la nature s'en portera mieux. Donc, c'est ce qu'il m'avait Mm. dit. Et en fait, ça m'avait marqué parce que j'avais jamais vu ça comme ça. Mais au final, vu qu'on détruit énormément la biodiversité, la biomasse, il n'y a pas que nous qui sommes en train Ouais. de plonger, si on veut être un peu dur. Il y a tous les êtres vivants, on a un impact vraiment global, pas que sur nous. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. C'est pour ça que agir et agir assez rapidement, je trouve ça plutôt important. Ouais, c'est clair. Mais c'est clair, parce que ce que tu dis là, enfin, ce que tu racontes, c'est un peu la vision très anthropocentrée de l'écologie, etc. De dire qu'au final, tout ce qu'on fait, c'est pour l'humain. Mais au final, non, parce qu'on sait déjà qu'il y a, alors, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais je crois que c'est plus la moitié du vivant qui a disparu en 40 ans. Euh, donc au final, je pense que malheureusement, la vision de la personne qui t'a dit ça ne se réalisera pas, parce qu'en fait, avant qu'on disparaisse, tout le reste aura disparu avant. Donc voilà, c'est un peu après moi le déluge, et Mm. on sera parmi les derniers trucs à s'éteindre. Bon, après, évidemment, la Oui, vie reprend, etc. Mais bon, c'est, enfin, c'est oui, complexe comme question. oui, clair. Pardon. Oui, c'est peut-être pas, alors, peut-être pas tout le reste, mais c'est vrai que quand une espèce s'éteint, une espèce s'éteint, quoi. Enfin, il n'y a plus Ouais. d'individus, il n'y a plus de reproduction, il n'y a plus d'espèces.
Donc c'est 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 ça. compliqué de revenir en arrière. C'est pour ça que Mm. on peut pas trop passer à côté. Mm. C'est ça. Bon, du coup, on va plutôt aller de l'avant et essayer d'agir plutôt que de Ouais. fermer les yeux. Pour revenir un peu au niveau entrepreneurial, etc. Donc nous, les indépendants, les entrepreneurs, nous qui mettons notre activité au service de l'impact positif, donc au sens Mm. écologique ou autre d'ailleurs, on est souvent justement accusé de surfer sur une vague, sur une tendance, de faire du business sur la misère des autres, ou même de participer au greenwashing en faisant des trucs qui, sur le papier, sonnent très bien, mais dans la Mm. pratique n'ont pas forcément d'impact. Les détracteurs, ils sont souvent du côté de l'écologie radicale. Je connais un peu parce que je fais partie de pas mal de groupes Facebook, sur les réseaux sociaux, j'en connais quelques-uns. Donc c'est intéressant. Je trouve que les points de vue Mm. sont parfois intéressants, tu vois, que ce soit au niveau des organisations type Deep Green Resistance, Extinction Rebellion, etc. Il y a des choses vraiment Mm. intéressantes. Mm. Le problème, en fait, c'est que eux, ils ont une vision très manichéiste, justement, où c'est le méchant capitalisme, la méchante société, qui empêcherait tout espoir d'avoir un espoir, justement, pour l'écologie. Donc c'est Mm. pour ça, justement, que quand tu te dis que tu es indépendant ou que tu es entrepreneur au service de l'écologie ou quoi, on va te répondre que bah non, mais tu peux pas faire ça et espérer gagner de l'argent, parce que si tu crées de l'argent, c'est-à-dire que d'autres perdent de l'argent au final, et que tout le capitalisme, toute la croissance repose sur l'exploitation des ressources, Mm. que toute croissance infinie est impossible dans un monde fini, etc. Mm. Donc c'est une vision qui se veut très globale, mais enfin, je trouve en tout cas manque de pragmatisme dans le monde actuel, parce qu'effectivement, si tu pars de zéro dans une société, tu peux espérer construire une société réellement écologique, réellement égalitaire, etc. Mm. Mais en prenant en compte la société actuelle et les millions, bon, peut-être pas les millions, les milliers d'années euh, de construction en fait, et de construction sociale, etc., qui ont amené là où on est aujourd'hui, on peut pas tout détruire et espérer instaurer une nouvelle république écologique, que sais-je. Il faut prendre en compte ce qui existe déjà et Mm. espérer faire évoluer ça. Et je pense que justement, la fameuse transition écologique, qui on le sait, est souvent une arnaque, hein, quand c'est mis en avant par les grands groupes, etc. Je pense qu'il y a quand même un espoir là-dessus. Il faut effectivement l'accélérer. Il faut effectivement que ça dépasse les simples paroles, la simple com et le greenwashing. Mais je pense que il faut qu'il y ait une transition. On peut pas tout faire du jour au lendemain, parce que sinon ça va Mm. encore plus décourager beaucoup de gens. Euh, mais effectivement, enfin, qu'est-ce que tu penses de ça, de cette idée de c'est tout ou rien en fait un peu? Oui. Bah, je suis pas trop d'accord avec cette idée-là. Après, alors, je vais détailler au niveau de la notion de croissance-décroissance. Pour moi, de mon point de vue, et je pense que c'est quelque chose qui est assez les scientifiques, je pense qu'ils auraient un peu ce point de vue-là aussi, puisque c'est, comme tu dis, c'est un monde fini en ressources. Donc la croissance, Mhm. pour moi, c'est une utopie. Euh, Après, c'est toujours pareil, la croissance de quoi? Si on parle de la croissance d'entreprises qui réduisent leur croissance, je sais pas si c'est très clair, mais en gros, il y a des entreprises qui vont, enfin, pas forcément inciter à consommer plus, mais à consommer mieux. Mhm. Donc après, la question, c'est comment ces entreprises peuvent-elles être viables? Donc pour moi, il y a une notion de plus de système politique, économique, pour permettre à ces entreprises d'être viables, aux gens d'avoir des salaires, tout Mhm. simplement pour avoir de l'argent et d'échanger des choses. En fait, on peut revenir aux choses très basiques de qu'est-ce que le commerce, c'est juste un échange de biens, de services entre des personnes parce que tu veux pas tout faire toi-même pour ta survie, pour ta vie. Donc Mhm. pour moi, c'est pas un mal en soi le commerce, c'est pas un mal en soi les entreprises. Après, peut-être oui, l'idée de croissance pour moi clairement, elle est pas compatible. Ou en tout cas, oui, elle aurait encore sa place dans la transition, le temps que ça se mette en place. Mais il y a justement des entreprises qui parlent de décroissance et c'est là où je trouve que c'est intéressant parce que ça met Mhm. en face deux notions qui peuvent paraître totalement contradictoires, comme tes amis qui disent que euh, l'entrepreneuriat et l'écologie c'est pas compatible. Je vois des entrepreneurs qui se posent les mêmes questions que eux, je pense. Mhm. Et moi, par exemple, je vive de la vidéo. Est-ce que c'est mal que je gagne de l'argent pour mettre en avant des impacts, des projets impact? Bah,
ok, dans ce cas, je ne gagne pas d'argent, je ne fais pas ce métier-là. Derrière, je vais faire quoi? Je vais peut-être faire ingénieur agronome. Mais derrière, ingénieur agronome, il y aura aussi des gens qui vont vendre quelque chose, tu vois. Donc Hmm. j'avais rencontré une fois des gens qui voulaient créer une entreprise pour mettre en avant des produits écologiques, etc., et des pratiques écologiques. Et finalement, leur modèle économique ne tenait pas la route. Ils voulaient pas faire de la com, faire de la pub pour des Mhm. autres entreprises parce qu'ils trouvaient ça pas bien. Et au final, ils vont revenir dans leur métier de base d'ingénieur, etc. Mais derrière, il y a aussi des gens qui vendent, c'est ce que je te dis. Donc, c'est c'est pour ça, moi, je trouve que ça ne tient pas debout, cette réflexion. Par Hmm. contre, pour la Ouais, croissance-décroissance, oui, je les rejoins là-dessus. ouais, ouais, c'est clair, c'est la question de la croissance de quoi. Effectivement, c'est intéressant et quand on voit les, les entrepreneurs engagés ou les économistes qui ont une vision assez long terme de ça, pardon, Mm, ils disent justement qu'au final, effectivement, aujourd'hui, la croissance est basée sur l'exploitation des ressources, surtout le pétrole en fait, mm, mais tu peux peut-être baser la croissance sur autre chose que des ressources comme ça, des ressources fossiles, des ressources finies. mm, Il y a certaines entreprises justement qui se basent pas forcément là-dessus en fonction de ce qu'elles font. Mais effectivement, c'est une vraie question. Et puis il y a aussi beaucoup de détracteurs de la décroissance. On en voit beaucoup sur LinkedIn. Heureusement, il y a des médias comme Bon Pote, comme mm, Jean Covici, etc., qui arrivent un peu à parler de décroissance sans paraître tout de suite amiche, comme dirait l'autre. Mais effectivement, c'est une vraie question. Il faut amener ça en expliquant bien que la décroissance, c'est pas ce qu'on a vécu en 2020 en France ou la plupart des pays du monde avec le Covid. Ça s'appelle une mm, récession, c'est subi, c'est dur pour tout le monde. Alors que la décroissance, c'est quelque chose qui est planifié, qui permet de baisser une consommation qui est inutile. On va pas te dire, mm, ok, bah maintenant tout le monde doit se restreindre de fou du jour au lendemain. La mm. décroissance, c'est pas Oui, ça. oui. Mm, Euh, c'est juste qu'il faut prendre conscience du fait que dans la société de consommation actuelle, on nous vend et on achète du coup énormément de choses dont on n'a pas besoin, mm, et que tout ça, on pourrait, de manière assez fluide et sur quelques années, réduire tout ça, quoi. Donc mm, c'est des vraies réflexions et il faut pas tomber dans un dogme en se disant non mais la décroissance c'est pas possible, c'est utopiste, nous on reste dans la mm. croissance et il y a que ça qui marche et c'est ça qui a Oui. toujours fait progresser l'humanité, le progrès technique, tout ça. Et à Mm, l'inverse, de se dire non mais il y a que la décroissance qui est possible, tout le reste c'est des gens qui sont aveuglés par leur doctrine capitaliste. Enfin je mm, trouve qu'il faut écouter chaque partie, il faut essayer vraiment de se faire un avis, même si c'est quand même des questions très compliquées, tout mm, ce qui est sociétal, économique, enfin ça englobe vraiment toutes les questions, tous les aspects en fait de la société. Donc mm, c'est bien de considérer en fait différentes solutions et de pas juste mettre dos à dos le capitalisme, le communisme, voilà, enfin il y a pourquoi pas inventer un nouveau système aussi. C'est quelque chose, tout ce qui est un peu post-capitalisme, des choses comme ça. mm, Bon, la croissance verte, le capitalisme vert, c'est un peu, ouais, c'est un peu casse-gueule, mais je suis sûr qu'on peut créer quelque chose qui tombe ni dans un extrême, ni dans l'autre, parce que les mm. deux, au final, semblent assez compliqués, soit à tenir, soit à mettre en place, quoi. Bah, pour moi, la croissance verte, oui, pas... c'est un peu dangereux dans le sens où on remettrait pas en cause nos modes de vie Mm. et on essaierait de trouver des techniques pour continuer ce mode de vie. Et du coup, enfin, les techniques, faudrait vraiment des techniques très poussées et je pense pas que ce soit la solution. Je pense qu'il y a une vraie remise en question au niveau de nos modes de vie, donc euh, enfin, une remise en question à faire. La décroissance, c'est pas forcément. Je trouve ça. Enfin, moi, quand j'entends ça, ça me paraît pas du tout négatif, dans le sens où c'est pas parce qu'il y a. Pour moi, c'est pas parce qu'il y a des décroissances qu'il y a pas de développement. Pour moi, c'est deux Mm. choses différentes. On peut peut-être avoir moins d'argent ou avoir moins je sais pas, enfin, oui, c'est moins d'argent, moins de chiffre d'affaires, mais derrière, développer des nouvelles choses et quand même vivre bien de son activité. Pour moi, Mm. je pense que c'est pas infaisable. Ouais, Et, ouais. et au niveau de l'entrepreneuriat, pour revenir là-dessus, bah, tu l'as très bien vu aussi, il y a des nouveaux modèles qui se développent, par exemple Time for the Planet, qui fait pas mal de Mm. bruit en ce moment, qui est une entreprise à but non lucratif. Donc là, vraiment, ça met deux notions encore en face, en face encore une fois, qui sont contradictoires.
Et donc, on va utiliser la puissance du marketing, de l'entrepreneuriat, de la com pour lutter contre lutter contre le dérèglement climatique. Je la refais ou on peut la garder. Mais voilà, Vas-y, je pense qu'il faut c'est pas pas grave. opposer les choses et il faut s'inspirer justement des bonnes choses dans dans chaque modèle. Mais il faut quand même savoir remettre aussi en question des choses qui Ouais, c'est concrètement clair. ne pourront pas continuer, quoi. Ou sinon on va foncer droit dans le mur. Enfin, ça j'en suis persuadée même d'un point de vue scientifique. Enfin, voilà, Ouais, bah, c'est clair. C'est la différence entre les techno-optimistes, et les technophiles et bah, les scientifiques, en fait, qui disent que, bah, en fait, pragmatiquement, la technologie, quelle qu'elle soit, elle consomme de l'énergie, des ressources. Donc plus tu mhm, avances technologiquement, la 5G, c'est super, ça va permettre, plein d'avancées dans plein de domaines, mais ça va consommer encore plus d'énergie. La blockchain, pareil, c'est une technologie incroyable, mais enfin, ça consomme tellement, enfin, c'est des compromis comme ça, et tant que, la plupart de l'énergie dépendra du pétrole, voilà, après par quoi on remplace? Est-ce que c'est plutôt le nucléaire? Est-ce que c'est plutôt les énergies renouvelables? C'est encore un autre débat. Mais la question de l'énergie, elle est centrale et justement mm, tout ce que raconte, Jean-Marc Jancovici, heu, tout ce que bah, après tu as plein d'autres personnalités, d'autres, le Haut Conseil pour le climat, les mm, jeunes activistes aussi qui en parlent de plus en plus. Mais l'énergie, c'est central en fait mm, et au final, tu te rends compte que tous les entrepreneurs, tout système économique est basé aussi sur l'énergie au final. Donc c'est assez complexe comme notion l'énergie, c'est plus complexe que ça en a l'air en tout cas. Euh, mais c'est fascinant quoi, de se mettre là-dedans et de voir les chocs pétroliers, les trucs comme ça. mm. C'est, on apprend beaucoup de choses là-dessus, même si c'est pas forcément. Enfin, ça a l'air complexe de l'extérieur, mais que c'est pas non plus. T'as pas besoin de faire une école d'ingénieur, je pense, pour comprendre au moins en quoi consiste l'énergie, comment ça marche, pourquoi est-ce que c'est ça qui cause bah, le changement climatique, etc. Oui, oui, clairement. Bah, comme disait Jean Covici, du coup, au niveau au niveau de l'énergie, enfin lui, il prône le nucléaire. Et pour Mhm. revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, le manichéisme, Mhm. euh, ça me rappelle un souvenir de ma mère qui mettait des trucs contre le nucléaire sur les autocollants, tu vois, je sais pas, Ouais, sur son carnet, ou enfin bref. Et sans trop savoir pourquoi, enfin, si, oui, il y a des dangers derrière, de sécurité, etc. Mais ouais. je trouve ça hyper important de creuser les questions, tu vois, de pas rester sur un a priori où il y Ouais, c'est aura clair. forcément des contraintes, des points négatifs. Et je trouve ça vraiment génial que des gens engagés dans l'écologie prônent des choses qui peuvent paraître pas du tout écologiques, parce que du coup, ça réinterroge et ça met de Mm. l'intelligence sur ces questions. Bah ouais, c'est clair. Et puis ça rappelle aussi, ça se rapporte aussi à ce que je disais avant sur le fait que rien Mm, ni personne n'est parfait, mm, qu'il n'y a aucune énergie qui n'est parfaite. Tu vois, si je prends deux exemples, souvent opposés. Le nucléaire, évidemment, c'est la solution miracle pour beaucoup de personnes. Évidemment, on va te répondre qu'il y a, il y a le problème des déchets nucléaires dont on sait absolument pas quoi faire. Et que c'est pas, ça, c'est un problème long terme, mais qu'on s'en occupe pas maintenant. mm, C'est compliqué. Et puis il y a le problème de la sûreté, du risque de terrorisme, de tout ça. Et en parallèle, si tu regardes les éoliennes ou le solaire, ça a l'air bien pareil, pour beaucoup de monde qui te disent que c'est ça l'avenir. Il y a que ça qui peut vraiment être 100 renouvelable et cetera. Mais, si tu regardes La face cachée des énergies vertes, sur Arte, documentaire que je recommande, ou même, voilà, si tu fais quelques recherches, tu te rends compte que les ressources qu'il faut pour produire les équipements enfin, sont terribles en fait, parce qu'il faut des métaux rares, qu'il faut aller mm. chercher en Afrique, exploiter les gens. Oui, oui, Et clairement. puis ensuite, il Mm, faut, voilà, c'est pas aussi simple que ça. mm, Bon, après, ça évolue vite. Les coûts baissent, les technologies évoluent, donc c'est bien. mm. Mais c'est pas parfait non plus, quoi. Donc il n'y a pas de solution parfaite, il faut toujours prendre les compromis. Et ouais, ce serait tellement plus simple si c'était tout noir ou tout blanc, justement. Mais malheureusement, sur des questions aussi complexes, ça n'existe pas. Oui, oui, c'est ça. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. On va passer aux questions rituelles, du coup.
Alors, le but, c'est simple, c'est des petites questions qui sont posées à tous les invités et je te laisse répondre de manière assez concise, en deux trois phrases. Je t'interromps pas et je commande pas forcément tes réponses. C'est quoi pour toi la résistance écologique? Donc pour moi, la résistance écologique, ça passe à la fois par une lutte contre notre modèle, donc au niveau des choses qui nous paraissent ou qui sont concrètement négatives pour l'environnement. Euh, donc une lutte, ça peut être de l'activisme, ça peut être aussi une lutte, par exemple avec une carte bleue, faire des choix au niveau de l'achat. Ça passe par une création d'un nouveau modèle, d'un nouveau monde, et aussi par un changement des imaginaires. Quel déclic t'a poussé à t'engager? J'ai pas vraiment eu de déclic, ça a été un processus assez long. La Nouvelle-Zélande, c'est un des gros déclics que j'ai eu, mais je peux pas Mhm. parler de déclic à proprement parler. Comment est-ce que tu t'informes sur les sujets liés au climat, à l'écologie, etc.? Alors, je m'informe pas mal donc sur Internet. J'aime beaucoup le média Reporter, qui est un média indépendant qui aborde ces questions écologiques. Je regarde aussi pas mal de vidéos sur YouTube, comme Partager c'est sympa ou voilà, d'autres vidéastes qui m'inspirent. Et j'essaie de lire des articles toujours en prenant du recul et on a creuser l'information, vérifier l'information. Euh, et j'aimerais lire un peu plus, parce que je lis pas trop. Il y a plein de livres intéressants. Mhm. Donc voilà, ça c'est la prochaine étape. Ok. Que veux-tu dire aux personnes qui veulent s'engager, qui ont conscience qu'il y a des choses graves qui se passent, des risques, mais qui ne savent pas du tout par où commencer? Alors si elles sont un peu perdues dans les choses qui se passent, etc., ce serait d'abord de se renseigner, premièrement, et de ne pas paniquer. Parce Mhm. que j'ai rencontré par exemple quelqu'un en Nouvelle-Zélande qui a découvert la notion de collapsologie et il m'en a parlé pendant des heures en auberge de jeunesse. Il en pouvait plus, il voulait quitter la Nouvelle-Zélande. Du coup, je pense qu'il faut prendre du recul et après se demander, après les infos qu'on obtient, comment on peut agir à notre échelle et les plus petits pas possibles à mettre en place au début pour petit à petit évoluer sans se mettre non plus trop de pression et continuer de vivre avec joie. Et justement, comment est-ce que tu envisages notre avenir commun à tous dans les années qui viennent? Alors, dans l'idéal, j'aimerais que notre avenir soit un monde plus collectif, que ce soit pour le côté social, mais aussi le côté impact écologique. Je pense que si on regroupait des choses, que ce soit au niveau de logement, transport, etc., ça serait déjà beaucoup mieux. Euh, je le vois pas du tout comme un monde justement capitalistique vert, parce que pour moi, il y a les modes de vie qui sont à changer, c'est pas juste les technologies. Voilà, j'espère qu'on va aller dans une évolution des consciences. Nickel, super. Merci pour ces réponses éloquentes et je pense... je sais pas où je vais avec cette phrase en fait, je vais la refaire. Avec Euh, plaisir. J'espère que c'est clair. Je parle comme ça, mais je sais pas ce que ça rend derrière. Non, t'inquiète pas. Non, attends, je refais juste la dernière partie du coup. Ouais, Bon, merci beaucoup pour ces réponses, c'était hyper clair, hyper concis, hyper enrichissant. Bon, en tout cas, merci Magali, c'était un échange, j'espère que tu as pris autant de plaisir que moi, parce que c'était vraiment top. oui, bah merci à toi. J'ai beaucoup aimé. Pour te dire aussi, c'est la première fois que je participe à un podcast. Mais Mhm. j'adore discuter de ces sujets, donc c'est une expérience que j'aimerais, je pense, renouveler. C'est vraiment intéressant. Et j'ai beaucoup aimé les sujets que t'as abordés, les questions que tu as posées. Je pense que c'est vraiment intéressant justement de mettre en place des choses qui sont pas forcément, euh, comment dire, euh, qui sont plutôt contradictoires dans l'imaginaire. Et c'est ça, c'est dans ces aspects-là qu'on peut évoluer. Donc merci à toi. Bah, avec plaisir. Bon, je te dis à très bientôt. Ouais, à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que ce sujet t'a touché et que tu aimerais sans doute en savoir plus. Rendez-vous dans les notes de l'épisode pour en savoir plus sur mon invité et voir quelques ressources. Pour soutenir le point résistance écologique, le plus efficace est de me laisser une note et un avis sur ta plateforme de podcast préférée et d'en parler autour de toi. Alors merci d'avance et à très vite pour un prochain épisode.